Le monde devient de plus en plus complexe. C'est alors préférable d'avoir une bonne carte pour le comprendre et aussi pour aider les personnes qui s'y trouvent à évoluer. En programmation neurolinguistique, PNL, on dit qu'une carte n'est pas le territoire. C'est vrai. Mais je suis convaincu que la carte de la théorie intégrale se rapproche tout de même très fort du territoire de la réalité. Bonjour et bienvenue sur Thérapie Intégrale, le podcast destiné à vous libérer et à vous rendre votre pouvoir personnel en faisant évoluer votre conscience. Je suis Alain Marteau et durant ce 10e épisode, nous allons aborder les questions suivantes. C'est quoi la théorie intégrale ? C'est quoi la carte intégrale de la réalité ? C'est quoi le concept de Holon ? Que signifie l'acronyme AQUAL ? Et que montre la théorie intégrale ? Alors c'est quoi la théorie intégrale ? Depuis Hegel qui avait compris la structure dialectique de l'évolution de l'histoire, de nombreux philosophes évolutionnaires et de psychologues développementaux ont fait des découvertes sur la nature de l'évolution. L'évolution qui ne concerne pas seulement la matière et la vie. C'est ainsi que Whitehead avait compris que la matière et la conscience sont reliées à tous les niveaux du développement de l'univers. Teilhard de Chardin, quant à lui, avait compris que la complexité et la conscience émergent simultanément comme les dimensions externes et internes de l'évolution. Graves avait décrit la structure systémique de la spirale de l'évolution de la conscience, etc. La théorie intégrale représente en fait la synthèse de la compréhension évolutive de l'univers, c'est-à-dire de la philosophie intégrale, par le philosophe américain Ken Wilber. Ken Wilber y a inclus les dernières découvertes de la science des systèmes et de la psychologie développementale. La théorie intégrale propose un nouveau cadre de la réalité ou une nouvelle métaphysique donnant naissance à une nouvelle vision du monde, la vision du monde intégral. Je vous invite à réécouter ou à écouter l'épisode numéro 5 dans lequel je vous parle des divers cadres de la réalité, dont le cadre intégral. Pour rappel, la nature de la réalité, selon la philosophie intégrale, est définie autour de l'objectivité, de la subjectivité et de l'intersubjectivité. Alors c'est quoi la carte intégrale de la réalité ? La carte intégrale de la réalité représente la synthèse de la théorie intégrale au travers d'un modèle évolutif de la réalité qui a été développé par Ken Wilber dans les années 1980. Ce modèle permet de visualiser les 3 domaines évolutifs de la réalité répartis sur 4 cadrans, territoires ou perspectives. C'est en étudiant les cartes de théoriciens dans diverses disciplines, par exemple l'économie, la sociologie, la biologie, la physique, l'ethnologie, etc., que Wilber s'est aperçu qu'elle se référait à 4 types de territoires différents. Ces 4 territoires, cadrans ou perspectives, font référence à l'extérieur et à l'intérieur de l'individuel et du collectif et mettent en relation l'univers interne et l'univers externe qui coévoluent. L'extérieur de l'individuel, c'est l'objectif, soit le domaine d'expertise de la science. L'intérieur de l'individuel, c'est le subjectif ou la conscience. L'extérieur du collectif, c'est l'interobjectif. Et l'intérieur du collectif, c'est l'intersubjectif ou la culture. Vous aurez constaté qu'il y a 3 domaines évolutifs, mais 4 cadrans. Ceci parce que l'objectivité est répartie dans la carte de Wilber sur 2 cadrans, l'objectivité et l'interobjectivité. Cette carte intégrale montre les réelles structures de l'univers dans tous les domaines évolutifs. C'est quoi le concept de Holon ? Pour incorporer la théorie intégrale, Wilber a utilisé un concept de la théorie des systèmes, les holons. Les holons, c'est un concept d'ensemble-partie qui provient du hongrois Arthur Koestler. L'idée, c'est que la réalité n'est pas composée de choses ou de processus, mais de holons qui sont des tout faisant partie d'autres tout. Ces holons sont dans des hiérarchies naturelles. Par exemple, des atomes entiers font partie de molécules entières, qui font partie de cellules entières, qui font partie d'organismes complets, etc. Ou encore, les lettres d'un mot font partie de phrases, et les phrases font partie de paragraphes, etc. Ou encore, la conscience égocentrique fait partie de la conscience traditionnelle, qui fait partie de la conscience moderne, etc. Les holons ont aussi toujours 4 cadrans ou facettes. C'est ainsi que dans chaque situation, expérience ou événement,
les 4 cadrans sont toujours simultanément présents, même si ceux-ci ne sont souvent pas tous pris en compte. Nous reviendrons un peu plus tard sur les 4 cadrans ou facettes des holoms. Continuons avec quelques lois sur les holoms. Wilber écrit dans son livre Sexe, écologie et spiritualité la première loi concernant les holoms, celle dont je viens de vous parler un peu plus tôt. La réalité en tant que tout n'est pas composée de choses ni de processus, mais de holoms. Il cite un peu plus loin, les holoms sont des tout qui font partie de plus grands tout. Wilber évoque dans ce même livre les autres lois relatives aux holoms qui s'appliquent à tous les domaines de l'évolution, que ce soit dans le domaine de la matière, dans le domaine de la vie ou dans le domaine de l'esprit et de la culture. Le concept de holon permet ainsi de relier entre eux tous les domaines de l'évolution. Regardons maintenant la deuxième loi sur les holons. Les holons disposent de 5 capacités fondamentales, réparties en 2 capacités horizontales et en 3 capacités, ou plutôt en 3 processus verticaux. Voyons d'abord les 2 capacités horizontales des holons. L'autopréservation, ou l'agencement, et l'auto-adaptation, ou la communion. Ces 2 capacités horizontales expliquent la raison pour laquelle un holon est à la fois un tout et une partie. Un holon est un tout, il doit pour cela maintenir son autonomie et son identité, et c'est avec la capacité d'autopréservation ou d'agencement qu'il peut le faire. Et en même temps, un holon est une partie, il doit pour cela être en relation avec d'autres holons, afin de faire partie d'autres tout, et c'est avec la capacité d'auto-adaptation ou de communion qu'il peut le faire. On vient de voir les 2 premières capacités horizontales des holons. Voyons maintenant les 3 capacités verticales, ou plutôt les 3 processus verticaux des holons. L'unification, l'autotranscendance et l'autodissolution. Voyons d'abord l'unification. C'est le processus d'intégration des holons, soit agapé. Ce processus va du haut vers le bas. Il est lié à la capacité horizontale d'agencement d'un holon afin d'être un tout. Ce processus peut être observé au niveau biologique. C'est par exemple la beauté et la grâce d'un cheval, soit son unité. Et dans la psychologie humaine, c'est par exemple la paix de l'esprit. L'autotranscendance, c'est le processus d'émergence de nouveaux holons, soit Eros. Ce processus va du bas vers le haut. Il est lié à la capacité horizontale de communion d'un holon afin de faire partie d'un autre tout. Ce processus peut être observé au niveau biologique, c'est par exemple la complexité physique de l'évolution du cheval, et dans la psychologie humaine, c'est par exemple la capacité à être compétent dans l'expression de certaines valeurs. Voyons maintenant la 3e capacité verticale, l'autodissolution. C'est en fait le processus de destruction, ou thanatos. Si un holon ne peut pas maintenir son autonomie et sa communion, il s'effondre en se décomposant en sous-holons. Dit autrement, si un holon ne participe plus au processus d'intégration et de transcendance, il s'effondre. Au niveau biologique, c'est par exemple le cheval qui cesse de se nourrir et dépérit. Et au niveau de l'esprit humain, c'est une personne qui cesse de participer à l'évolution. Vous imaginez les conséquences au niveau de son esprit. Il y a ainsi toute une série de lois qui permettent de comprendre la nature et le fonctionnement des holons. Par exemple, la loi numéro 3, les holons émergent. La loi numéro 4, les holons émergent de manière holarchique. Donc les holarchies sont des hiérarchies naturelles. Et la loi numéro 5, chaque holon émergent transcende mais inclut ses prédécesseurs, etc. Il y a aussi des lois pour comprendre la notion de plus haut et de plus bas dans l'évolution. Avec Teilhard de Chardin, on a vu que la noosphère transcende et inclut la biosphère, qui transcende et inclut la physiosphère. Autrement dit, le domaine évolutif de l'esprit et de la culture transcende et inclut le domaine de la vie, qui transcende et inclut les planètes. Il s'ensuit par exemple que si la biosphère est détruite, alors la noosphère le sera instantanément. Par contre, la physiosphère ne sera pas détruite. Ou encore, si l'on détruit toutes les molécules de l'univers, alors tous les niveaux plus élevés que les molécules, c'est-à-dire les cellules, les organismes, la culture humaine, etc., seront aussi détruits. Par contre, les holons inférieurs aux molécules,
c'est-à-dire les atomes et les particules subatomiques, ne seront pas détruits. Il y a aussi des lois pour comprendre les notions de profondeur et de concentration. Le nombre de niveaux dans une holarchie représente sa profondeur, tandis que le nombre de holons à un niveau donné représente sa concentration. Par exemple, si on dit qu'un atome a une profondeur de 1, alors une molécule aura une profondeur de 2 et une cellule de 3. L'évolution produit toujours une plus grande profondeur, mais une moindre concentration dans les niveaux successifs. C'est ainsi qu'il y a moins d'organismes que de molécules, il y a moins de molécules que d'atomes, etc. Il s'agit de la pyramide de l'évolution. Un holon transcende et inclut ses prédécesseurs. Il a alors plus de profondeur, mais la taille de la population, qui est la plus grande profondeur, devient plus petite. Il y a aussi une loi pour comprendre le spectre de la conscience. L'évolution a une direction, c'est un principe qui va à l'encontre du chaos. L'évolution va toujours vers plus de profondeur, c'est-à-dire de conscience. Que signifie AQAL ? AQAL est l'acronyme d'un modèle de développement conçu par Ken Wilber. AQAL signifie tous les cadrans, tous les niveaux, toutes les lignes d'intelligence, tous les états et tous les types. Selon Wilber, les 5 dimensions du modèle AQAL sont simultanément présentes lors de toute situation, expérience ou événement dans l'univers. Voyons les 5 dimensions de ce modèle, les unes après les autres. La première dimension, ce sont les 4 cadrans de la carte intégrale de la réalité. Les 4 cadrans de Wilber, ou les 4 facettes des holons, sont souvent réduits à 3, soit les 3 grands domaines de l'évolution, ou encore le bon, le beau et le vrai. La deuxième dimension, ce sont les niveaux de développement, qui sont des niveaux d'organisation ou des niveaux de complexité. Par exemple, les niveaux de développement de l'intelligence des valeurs sont décrits par la spirale dynamique. La troisième dimension, ce sont les lignes d'intelligence qui sont étudiées par la psychologie développementale. Par exemple, l'intelligence mathématique, l'intelligence musicale, l'intelligence psychocorporelle, etc. Pour rappel, certains psychologues développementaux réunissent ces intelligences autour de 3 grands groupes d'intelligence. L'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence des valeurs. La quatrième dimension, ce sont les états de conscience, l'état de veille, les états méditatifs, l'hypnose, les états altérés de conscience, les expériences spirituelles, etc. Ce ne sont pas des structures de la conscience. Ces états peuvent être accédés rapidement et temporairement, au contraire des niveaux de développement qui nécessitent une évolution dans le temps et sont stables une fois atteints. La cinquième dimension, ce sont les types, masculins ou féminins. Ceux-ci peuvent avoir une version saine et une version pathologique. Que montre finalement la théorie intégrale ? La théorie intégrale montre plusieurs choses. Elle montre d'abord que l'évolution est active dans l'univers externe, au travers de la matière et de la vie, mais aussi dans l'univers interne, au travers de la conscience et de la culture. La théorie intégrale montre aussi que tous les domaines évolutifs sont reliés entre eux, qu'ils coévoluent et qu'ils ont les mêmes mécanismes. Je fais ici référence aux lois communes sur les holons. Mais la théorie intégrale montre aussi que l'évolution a des lois différentes selon que l'on parle de l'univers externe ou de l'univers interne. Dans l'univers externe et depuis la perspective de la science, l'évolution peut être analysée selon des critères de temps, d'espace, de matière, d'énergie, de vie. Et dans l'univers interne, depuis la perspective de la philosophie intégrale, l'évolution peut être sondée selon les critères de conscience, de culture, de signification et de valeur. Ce 10e épisode sur la théorie intégrale est terminé. Merci pour votre écoute. Vous aurez compris que la théorie intégrale a une bonne compréhension de l'évolution et de la nature de la réalité, puisqu'elle est capable de s'aventurer avec la philosophie intégrale dans les profondeurs de l'univers interne, de la conscience et de la culture. La carte intégrale de la réalité n'est pas le territoire, c'est toujours vrai, mais elle est très certainement plus proche de la réalité que les neurosciences qui réduisent le territoire de la réalité de l'esprit humain sur la seule dimension objective du cerveau physique. À très vite. Cette émission vous a été proposée par Axe Intégral, cabinet de psychothérapie et de coaching de vie, aussi à distance.